Melania and I truly appreciate and celebrate America's independence with those who courageously defend our country, the men, women, and families of the United States military. It is because of you that well over 300 million American citizens can live in freedom. And happy 4th of July. Great honor to have you with us. Of everything that stands the end. À l'aube du XXIe siècle, le jeu vidéo est devenu un objet culturel dominant. De Wolfenstein 3D à Call of Duty, les joueurs et joueuses sont invités à incarner dans les first-person shooters les protagonistes armés de conflits, créant ainsi un autre, menaçant de mettre le monde en danger et positionnant le protagoniste joueur dans un rôle de sauveur. Le danger que représentent ces ennemis est souvent flou, mais la réponse apportée est, elle, bien claire, rapide, armée et souvent directe. Il faut avancer, abattre et, surtout, être vainqueur. Loin d'être de seuls objets de consommation, les jeux vidéo de guerre s'inscrivent dans des dynamiques communicationnelles et culturelles, déployant des récits et invitant les joueurs à s'y inscrire. Quelles sont les logiques décidant de la posture de héros adoptée par les joueurs, et selon quelles idéologies nous invite-t-il à analyser la guerre et le monde ? Comment le soft power américain se déploie-t-il dans les jeux vidéo de guerre, et quelles bases théoriques permettent-elles de l'analyser ? Que nous font-ils accepter ? Si les jeux vidéo de guerre participent à modeler notre manière d'imaginer les conflits, encore faut-il se demander, que nous donnent-ils réellement à voir, et surtout, sous quel angle ? Commençons par l'un des jeux les plus populaires du genre. Dans Call of Duty Modern Warfare 2, la guerre est un spectacle intense, nerveux, où chaque mission semble calibrée pour maintenir l'adrénaline du joueur au maximum. Mais derrière l'action frénétique et les explosions spectaculaires, le jeu porte en lui un discours plus profond, souvent invisible à première vue. Il participe à une mise en scène idéologique de la guerre moderne, où le conflit est présenté comme nécessaire, et l'intervention militaire comme héroïque. En glorifiant la violence contrôlée et les opérations spéciales menées au nom de la sécurité, le jeu construit un récit manichéen. Le joueur incarne toujours un justicier, un sauveur, jamais l'agresseur. L'ennemi, souvent flou ou caricatural, est réduit à une menace abstraite, ce qui évacue toute complexité géopolitique. Cette stratégie narrative fait écho aux analyses de Herbert Marcuse, qui évoque dans L'homme unidimensionnel la récupération des figures héroïques par les systèmes dominants. Le héros n'est plus un agent de rupture, il devient l'instrument d'une idéologie qu'il ne remet plus en question. Dans Call of Duty Modern Warfare 2, sorti en 2009, l'un des choix narratifs les plus marquants du jeu est l'immersion totale du joueur dans la peau d'un soldat américain engagé sur des théâtres d'opérations directement inspirés de conflits réels, notamment en Irak. Cette mise en scène de la première personne, typique du genre FPS, renforce l'identification et fait du joueur un acteur de la guerre, non pas un observateur. Le regard est alors totalement guidé. Il n'existe qu'un seul point de vue, celui de l'armée occidentale américaine. Les enjeux géopolitiques, les pertes civiles, les perspectives adverses sont absents ou minimisés. Cette focalisation volontaire participe à une normalisation de l'intervention armée et à une adhésion inconsciente à une idéologie militariste, présentée sous les traits séduisants de l'action, de la bravoure et de la justice. Ce discours ne doit rien au hasard. Call of Duty, et plus largement certaines productions vidéoludiques, s'inscrivent dans une logique de soft power, où le divertissement devient un vecteur d'influence. Plusieurs volets de la série ont bénéficié de l'appui de consultants militaires ou de partenariats avec des institutions liées à la défense. Cette collaboration, souvent discrète, permet à l'armée américaine de diffuser ses codes, ses valeurs et sa vision du monde à travers un médium populaire. Comme le suggérait Edward Bernays, pionnier des relations publiques et théoricien de la propagande moderne, l'efficacité d'un message ne réside pas uniquement dans ce qu'il dit, mais dans la manière dont il se dissimule dans le divertissement. Le spectateur consent sans résistance. À travers des formes ludiques, la persuasion devient invisible, presque naturelle. Cette instrumentalisation du médium devient encore plus explicite avec America's Army, un jeu développé directement par l'armée américaine en 2002. Ici, le but n'est même plus dissimulé, il s'agit d'un outil de recrutement déguisé en jeu vidéo. Présenté comme un serious game, un jeu éducatif et réaliste, America's Army familiarise progressivement les joueurs aux valeurs militaires, aux procédures, au vocabulaire, au comportement attendu. Mais sous cette apparente neutralité, c'est une véritable entreprise de séduction. Edward Bernays parlait déjà, dans Propaganda, de la capacité des pouvoirs à manipuler l'opinion publique en passant par des formes attrayantes, invisibles et ludiques. America's Army forme alors une pièce évidente du soft power militaire américain.
en transformant l'acte de jouer en une initiation douce à la militarisation de l'imaginaire. Un joueur qui maîtrise le jeu n'apprend pas seulement à viser, il apprend à adhérer à une certaine vision du monde, valorisant l'engagement militaire comme une évidence. Adorno et Horkheimer, dans la dialectique de la raison, analysaient ce phénomène au cœur de l'industrie culturelle. La culture devient un produit, au service de l'ordre établi. Le jeu vidéo de guerre n'est pas seulement un divertissement, il devient un vecteur d'idéologie, modelant insidieusement les représentations collectives. 3 ans après Modern Warfare 2, alors que les jeux de guerre glorifient à grand spectacle l'héroïsme militaire, Jaeger Development révèle au grand public son nouveau projet, Spec Ops The Line. Non pas comme un hommage, mais comme une mise en accusation. Spec Ops vient se placer en contre-pied radical de ses productions, en subvertissant les codes du jeu de guerre. Ici, il n'est plus question d'exalter l'héroïsme, il s'agit de le détricoter. Le joueur incarne Martin Walker, un capitaine américain typique, rempli de courage, de bonne volonté et d'un code moral bien établi. Convaincu de venir sauver la population de Dubaï, il voit peu à peu son image de libérateur américain s'effondrer. Chaque décision qu'il prend se solde par des massacres involontaires, des exactions terribles, et il enfonce davantage dans l'horreur. Le phosphore blanc déployé sur des civils, les ennemis qui s'avèrent être des innocents, les ordres qu'il croit recevoir mais qui ne sont que des hallucinations. Tout concourt à lui faire perdre pied, et nous faire perdre, nous, joueurs, la croyance dans l'état du héros sauveur. It was out of my control. Was it? None of this would have happened if you just stopped. Dans Spec Ops, tirer n'est plus gagner, c'est perdre à chaque fois un peu plus d'humanité. Chaque engagement au combat n'apporte pas une sensation de puissance, mais de culpabilité. Chaque ennemi tué révèle que la distinction entre combattant et innocent est illusoire. Chaque action prétendument héroïque devient un pas de plus dans la descente vers l'abîme. Comme le souligne Serge Tisseron dans son étude sur la guerre en jeu vidéo, les mécaniques ludiques transforment souvent la guerre en expérience simplifiée, où la moralité complexe est effacée au profit d'une progression du joueur. Spec Ops vient ici inverser cette logique. Le joueur, tout comme Walker, découvre que les choix offerts ne sont que des leurs. Le soldat n'est qu'un pion, destiné à suivre des ordres militaires et politiques, sans aucune morale véritable. Le bien et le mal ne sont plus que des outils de légitimation pour l'action armée américaine. Cette dynamique de réception du jeu illustre aussi ce que Herbert Marcuse appelle la désublimation répressive. Spec Ops The Line semble offrir une critique radicale du militarisme et de la figure héroïque, mais cette critique elle-même est absorbée par le système vidéoludique dominant. Comme l'explique Yasmine Ouchia dans sa thèse sur la militarisation de l'imaginaire, même les œuvres critiques restent souvent enfermées dans les cadres imposés par l'industrie culturelle. Le joueur pense vivre une remise en cause, il ressent du malaise, de la culpabilité, mais il reste pris dans l'engrenage du gameplay, poussé à continuer malgré tout. La subversion devient un produit de la consommation comme un autre. Elle soulage une tension morale, sans jamais permettre une véritable rupture. Spec Ops provoque ainsi une mise en crise brutale de l'identité du héros. Ce dernier n'a d'héroïque que son rôle narratif, son pouvoir de destruction sur son prochain. Comme le souligne Damien Djaouti dans sa revue RFS-IC, la mise en spectacle vidéoludique de la guerre participe souvent à esthétiser la violence et en minimiser les conséquences humaines. Ici, au contraire, Spec Ops force le joueur à en affronter la brutalité. Il n'y a pas de victoire dans la guerre, uniquement le traumatisme. Traumatisme des soldats, mais surtout des civils, des peuples et de nations entières. War never changes. The Romans waged war to gather slaves and wealth. Spain built an empire from its lust for gold and territory. Hitler shaped a battered Germany into an economic superpower. But war never changes. Tous les jeux vidéo de guerre ne glorifient pas l'héroïsme militaire. Arma, par exemple, propose une simulation réaliste, lente, dure, où chaque action expose à l'échec et non à la victoire triomphante. Ici, comme l'analyse Tisseron dans son étude sur la guerre en jeu vidéo, la guerre n'est plus un spectacle mais une épreuve. D'autres, comme Wolfenstein, choisissent la satire. Dans un monde uchronique dominé par les nazis, le joueur incarne la révolte et non l'ordre établi. Un exemple, comme le souligne Nicolas Pellissier dans The Conversation, de la capacité des jeux à renverser les récits dominants. Mais ces contre-narrations restent minoritaires. Comme l'explique Herbert Marcuse, même les récits critiques sont souvent récupérés par l'industrie culturelle, absorbant la contestation sans jamais rompre avec le système. Yasmine Ouchia, dans sa thèse sur la militarisation de l'imaginaire, et Thibaut Mauduit, dans son étude pour l'école de guerre économique, le confirme. Le soft power militaire continue de structurer massivement l'imaginaire vidéoludique mondial. En conclusion, nous pouvons observer que les jeux vidéo de guerre comme Call of Duty ou Battlefield ne sont pas de simples divertissements, ils ont comme tout objet de l'industrie culturelle une volonté de partager un récit, une idéologie. Leurs récits partagent une idéologie légitimant l'action militaire occidentale. Comme le souligne Matisse, salarié en Ankama,
que les plus petits studios savent dans la majorité des cas qu'ils ont le pouvoir de véhiculer des idéologies et des messages plus positifs. Cette stratégie s'inscrit dans une logique de soft power, où le divertissement devient vecteur d'influence politique et idéologique. Mais des studios indépendants proposent des alternatives à cette diffusion d'idéologie dominante. Comme Matisse l'observe, On est clairement sur une stratégie d'influence militaire en fait, ciblée directement sur les joueurs. on peut voir des récits plus nuancés sur ces sujets. Le jeu vidéo est donc le produit d'une culture impérialiste étant dans l'obligation de promouvoir l'armée et la guerre, mais de nombreuses productions indépendantes présentant de nouveaux récits commencent à prendre de l'ampleur. Cependant, comme l'avait anticipé Herbert Marcuse, même ces récits critiques risquent d'être absorbés par l'industrie culturelle dominante, neutralisant leur potentiel subversif.